Au sommaire de ce JT, Pixel, Voxel et retour sur le congrès de la SFNR. François Coton, le congrès de la SFNR vient de se dérouler. Alors, on va faire un petit rapport ensemble de ce congrès. Qu'est-ce qui s'est dit de marquant? Bon, déjà, c'est un congrès qui s'est très bien passé, beaucoup d'inscrits, 524 inscrits, ce qui est quasiment le nombre d'inscrits que nous avons habituellement, ce qui est assez rare pour du virtuel, et puis surtout une cohésion entre le nombre d'inscrits et le nombre de participants sur les différentes chaînes mercredi et jeudi. Donc, un bilan globalement très positif. On vient de terminer le point avec la société SIM et Divinaldi qui nous a accompagnés pour ce congrès et que je remercie encore. Je remercie aussi les deux présidents du congrès, l'équipe de Nancy, René Anxiona et Serge Bracard, avec un programme qui était extrêmement suivi, extrêmement polyvalent, à la fois du diagnostic, de l'interventionnel. On a commencé par des nouvelles du journal de neuroradiologie, qui a un impact facteur qui est stable et un CIT score qui augmente, donc ce qui est de bon augure. Une séance d'intelligence artificielle, à la fois sur la partie diagnostique et interventionnelle, passionnante, beaucoup de connexions également, une séance sur la paroi anévrismale, une séance sur les techniques avancées, avec un sorte d'overview de toutes les techniques avancées avec des orateurs extrêmement passionnants. L'AG de la SFNR a lieu ensuite, on a pu voter le budget et puis voir les actions qui avaient été menées. Ensuite, il y a eu des séances communes, notamment avec la Société française de neurovasculaire, un retour d'expérience de la CHAM sur les dossiers compliqués de neuroradiologie interventionnelle. C'est quelque chose qui est toujours intéressant. Des cas cliniques sur la pathologie de la substance blanche, l'actualité en neuro-oncologie, les études cliniques, les cohortes, les registres. Ça, c'était pour la première journée. Et puis, nous avons fini par une séance organisée par nos jeunes neuroradiologues interventionnels. Et en parallèlement, il y avait une séance avec Charles Rebaud qui est venu pour nous parler du liquide cérébrospinal de l'enfant. Une séance aussi qui était passionnante. Le soir, nous avons regretté une chose, la soirée de gala. Il n'y avait pas de soirée de gala parce que c'était en virtuel. Et ça manque beaucoup, beaucoup. C'est peut-être le point noir, le seul point noir de ces congrès virtuels. Le lendemain, nous avons discuté autour de grandes thématiques, la maladie de Horton, l'imagerie du neurocovid, une base nationale SFNR pilotée par Stéphane Kremer, beaucoup de connexions également, la grossesse et les malformations vasculaires, une séance commune avec les manipulateurs, ça c'est très important, on tient chaque année à cette séance. L'après-midi, c'était les séances avec les industriels en neuroradiodiagnostic, en neuroradiologie interventionnelle, une séance sur la 7 Tesla présentée par Jean-Pierre Pruvot, qui nous donne envie d'avoir dans nos territoires des 7 Tesla. Et pour finir, deux séances passionnantes, une sur le système gly-lymphatique que vous connaissez peut-être, et en même temps une table ronde sur la thrombectomie où nous avons eu la chance de recevoir le docteur Pascal Dotberger qui nous a aussi qui a modéré cette session avec Jean-Pierre Pruvot et moi-même, avec des interventions passionnantes de Hubert de Salle, Jérôme Berge, la Société française de neurovasculaire, la base ETIS de Bertrand Lapère, l'expérience de Pau et Bayonne avec ces jeunes radiologues interventionnels qui font de la thrombectomie, pilotés bien entendu et par les centres référents, les experts en neuroradiologie interventionnelle. Voilà, donc au final, un congrès passionnant avec des gens passionnés. Si on devait dessiner des tendances, les tendances, c'est quoi? C'est les techniques avancées, c'est l'interventionnel, c'est les progrès matériels. Vous avez mentionné le 7 Tesla. C'est quoi les grandes tendances qui se dessinent pour cette spécialité? Alors, les grandes tendances, elles sont à tous les niveaux. Il y a des grandes tendances en interventionnel, en diagnostic, effectivement l'évolution des techniques, des grandes tendances aussi sur comment on améliore nos pratiques pour le patient. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Il y a eu cette séance d'intelligence artificielle qui était passionnante, mais je pense qu'en neuroradiologie, on est vraiment centré sur la meilleure prise en charge du patient et c'est peut-être ce qui ressort là-dessus. La technique, c'est une chose, toutes les nouvelles séquences, le 7 Tesla, même les techniques en neuroradiologie interventionnelle, mais derrière, c'est comment finalement on prend le mieux en charge les patients. Et c'est ça qui ressort. Vous voyez, l'intervention de la CHAM, par exemple, c'est intéressant, la table ronde sur la thrombectomie.
et puis savoir quelle est la meilleure séquence pour suivre les patients, comment on organise tout ça avec les manipulateurs. Voilà, donc je dirais le patient. Hein, s'il y a quelque chose qui ressort, c'est le patient, comment on le suit au mieux, quel est son parcours de soins en neuroradiologie. Une dernière question. Hélas, on a raté le congrès. Ou est-ce qu'il y a un replay disponible? Tous les cours sont en replay sur le VOD pendant 6 mois, accessibles aux adhérents et aux inscrits de la Société française de neuroradiologie, incluant les séances industrielles, où il y a eu au passage beaucoup de monde présent pendant ces séquences industrielles. Je profite aussi de ce moment pour vous dire que le prochain congrès aura lieu en présentiel. J'espère qu'on sera débarrassé de la Covid-19 le 23 et 25 juin à Paris, à l'hôtel Novotel de Paris, près de la Tour Eiffel, organisé par l'équipe de Tours, le professeur Denis Arbreteau et le professeur Jean-Philippe Cotier, qui vont organiser ce congrès. Voilà, ben on prend le pari, on sera tous vaccinés et on sera tous débarrassés de la Covid. Et puis, vous pourrez enfin avoir votre soirée de gala qui vous a tant manqué cette année. Aujourd'hui, l'image, c'est bien plus qu'une image. Dans un pixel, en fait, il peut y avoir plein d'informations. J'ai raison ou pas? Vous avez tout à fait raison. Un pixel, c'est pas juste une dimension X ou une dimension Y. Non, un pixel, et puis ce n'est pas qu'une atténuation en unsphered unit. Un pixel, c'est une multitude de renseignements accessibles à celui qui est capable finalement de les analyser, de les caractériser. C'est un peu la boîte de Pandore. Vous allez avoir des multitudes d'informations qui initialement se résumaient à une atténuation moyenne et puis une déviation standard de l'atténuation moyenne qu'on appelle le bruit. Aujourd'hui, avec les techniques d'analyse des images, les algorithmes d'analyse des images, les techniques aussi qui sont dites de d'intelligence artificielle, il y a une multitude d'informations quantitatives qui sont analysées et analysables dans chaque pixel à 2 dimensions. Est-ce que c'est ce qu'on appelle ces fameux biomarqueurs? Oui, on peut dire que les informations qui sont tirées des pixels vont être dits marqueurs. Après, la question, est-ce qu'ils sont des biomarqueurs? Eh ben, si ils ont la chance d'être corrélés ou d'expliquer des phénomènes biologiques ou des phénomènes, des phénomènes dans l'évolution d'une maladie, eh ben oui, on pourra leur donner le fameux titre de biomarqueur et les utiliser à bonne ou à mauvaise escient. Au RSNA, on a entendu parler de la notion de physiological based image. Est-ce que c'est dans la même philosophie que ce qu'on vient d'évoquer? Oui, tout à fait. C'est un lien, un pont entre un pixel et le processus physiologique ou physiopathologique qui en découle. Ce lien, il est extrêmement quand même dur. Enfin, je pense qu'il est dur, il n'est pas si évident à mettre en évidence, mais avec des grandes bases de données et avec une analyse complexe ou même détaillée de tous ces marqueurs, de tous ces biomarqueurs, on peut aboutir à des renseignements physiologiques comme la fréquence cardiaque, comme le pouls, le pouls, la fréquence cardiaque, la tension artérielle ou d'autres éléments, température ou autres, dits physiologiques. Ce qui est intéressant, c'est effectivement quand ça amène des éléments d'ordre prédictif sur la mortalité ou l'apparition d'événements graves. Alors, on a bien compris que dans un tout petit pixel, en fait, c'était un nuage d'informations qu'on avait. Et alors, quid d'un voxel? Qu'est-ce que c'est un voxel? Un voxel, c'est un pixel, mais en 3 dimensions. Vous rajoutez la dimension Z, en l'occurrence, et puis vous obtenez finalement une image, un pixel en 3D et plus d'informations, puisque spatialement, vous avez a priori un peu plus vous avez un peu plus de volume. Donc, c'est la capacité de voir plus de choses, et puis cette capacité est vraiment amenée par les techniques d'imagerie dites isotropiques, notamment avec donc des dimensions qui sont égales dans les 3 plans et qui peuvent améliorer la simple visualisation d'un pixel de 2 dimensions. Voilà, pixel, voxel, le pixel en volume, nuage d'informations. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur toutes ces notions. Merci beaucoup. Ce JT vous a été proposé par La Médicale.